Élu dans la porte en 1976, Pierre Marois est nommé ministre d'État au développement social du gouvernement Lévesque, puis ministre du Travail et de la main-d'œuvre en 1980. Il mène de grands dossiers comme la loi sur la santé et la sécurité du travail. Pierre Marois est l'humaniste du cabinet Lévesque, prônant l'égalité des chances. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Marois. Bonjour, M. Morin. Vous avez commencé votre militantisme assez jeune, à l'université, dans les associations étudiantes. À vrai dire, je dirais même avant ça. J'ai commencé au Collège Sainte-Marie, où j'étudiais. Et de fait, ma première campagne électorale, si on peut appeler ça comme ça, c'était comme candidat à la présidence de l'association étudiante du Collège. Ça, c'était la première phase. Et puis après, bien sûr, à l'Université de Montréal. Quand je suis arrivé à l'université, on était dans le brassage des années 60. Et alors, le même phénomène se produisait à l'intérieur des associations étudiantes qui étaient plutôt, moi je dirais à l'époque, folkloriques. On est arrivé là avec des idées de changer un peu les choses. Et on a travaillé, là, à ce moment-là, à la campagne pour l'élection de Bernard Landry, à la présidence de l'AGEUM. Effectivement, il était élu. On a donc traversé avec Bernard, et l'année suivante, donc 63-4, si ma mémoire est bonne, j'ai assumé la relève comme président. Et en plus, parallèlement, on a travaillé beaucoup entre guillemets, là, au service de la nation. L'AGEUM et les groupements. Il y avait un premier regroupement des associations universitaires. On s'est impliqué dans la campagne pour la nationalisation de l'électricité qu'on a appuyé. On s'est impliqué pour appuyer le rapport Parent, qui proposait notamment la gratuité scolaire, soit dit en passant. Et on a appuyé aussi la réforme fondamentale de Paul Gérin-Lajoie. C'était une clé, je dirais, essentielle, première de la Révolution tranquille. Aussi, au même moment, dans les mêmes années, il y a eu à l'université une augmentation des frais de scolarité et aussi une augmentation des frais de cafétéria, où les étudiants allaient manger. Bon, le cafétéria, c'était 10 cents. C'était pas la fin du monde, mais c'était plutôt une question de principe et une question symbolique. On a boycotté. On a organisé un boycott de ce fameux 10 cents. Bon... Vous aviez, durant ces années-là, organisé une manifestation à Québec assez importante. Ouais, c'est quoi que vous demandiez à ce moment-là? C'était, je pense, pour l'époque, la première grande marche du milieu étudiant. Sur le Parlement, sur l'Assemblée nationale. Essentiellement, deux objectifs. Le premier, c'était appuyer les revendications de Jean Lesage sur le rapatriement au Québec de pouvoirs constitutionnels et de pouvoirs fiscaux. Et puis, deuxièmement, en même temps, on commençait à trouver que la Révolution tranquille manquait de souffle, commençait à manquer de souffle, et on voulait la stimuler. Alors, on a effectivement organisé cette grande marche-là. Il faut dire qu'entre-temps, on avait les associations étudiantes étaient membres de la Canadian Federation of University Students. On a décidé de rupturer notre communication, notre contact avec eux et d'organiser au Québec l'Union générale des étudiants du Québec. Donc, toutes les associations étudiantes universitaires se sont regroupées.
dans l'UGEC. Et aussi, on a aidé à la mise sur pied des associations générales des étudiants des collèges classiques. Je me souviens, la FAGEC, la fédération, il y avait eu 2 candidats à la présidence. Un, c'était Serge Joyal, et l'autre, c'était M. Pierre-Marc Johnson. On les a revus plus tard. On reverra plus tard, mais quand même, tu sais, on remonte dans les années 60. Hein. Alors, il y a eu cette grande marche-là. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, la façade du Parlement. On pouvait monter en voiture jusqu'à la porte principale de l'Assemblée nationale. Et on pouvait parler en se mettant debout sur le remblai, juste à côté de la statue amérindienne, la statue du sauvage. Et les étudiants étaient là, regroupés, là, on les voit dans les photos. C'est assez important. Et le gouvernement, on avait demandé au gouvernement d'envoyer quelqu'un. Et le porte-parole, moi qui m'a toujours été sympathique, c'était M. Gérard Delévesque. La seule chose que les étudiants lui ont fait, pas hué, pas de cris, mais simplement rendu vers le milieu de son exposé, c'était entendu, les étudiants sont tous retournés de bord. Donc, lui montrant le dos. Mais vous connaissez comment il était, M. Gérard Delévesque. Il y avait un sens de l'humour. Hein. Alors, ça s'était bien déroulé, pas de bris, pas d'arrestation, mais c'était quand même quelque chose. C'était l'éveil. Est-ce que c'est dans ces années-là aussi que vous avez rencontré René Lévesque? J'ai rencontré M. Lévesque, d'abord, comme tout le monde, je l'ai connu comme journaliste. Point de mire, je pense que ça a marqué tout le monde. Hein. C'est la première fois que quelqu'un, dans un langage correct, mais accessible, nous présentait et nous faisait comprendre, par une ouverture sur le monde, certains problèmes, à première vue, compliqués. Je me souviens de son émission sur l'Algérie, par exemple. Donc, c'est comme ça que je l'ai connu. La deuxième étape, c'est j'étais étudiant au Collège Sainte-Marie et il m'avait accordé une entrevue que j'ai faite pour un article dans le journal du collège. Et après, ben là, on se trouve à revenir à cette fameuse journée de grève dont je parlais, qui est à cause de la hausse des frais de scolarité à l'université, des frais de cafétéria. Durant cette période-là, on avait demandé à M. Gérin Lajoie de nous rencontrer. Or, l'appel que j'ai reçu provenait de M. Lévesque. Et là, il me disait des choses comme « Ça n'a pas de bon sens, ce que vous faites là. C'est un peu excessif. Et puis, vous ne pensez pas qu'enlever le dixaine, il y a un geste qu'on pourrait qualifier. Hein? » Mais là, je dis « Non, mais vraiment, c'est pas sérieux ce que vous dites là, M. Lévesque. » Il m'a dit, bon, on a causé un peu, bref. Et il m'a dit, ben, si vous voulez, on va se rencontrer. Venez me rejoindre tel jour, telle date. Ce qui s'appelait à l'époque le Café des artistes, hein, qui était juste en dessous de l'ancien Radio-Canada. Je suis allé là. Et quand on ouvrait la porte, on avait encore des escaliers à descendre. C'était quelques marches. Et devant, il y avait une table ronde. Il y avait Jacques Normand, M. Lévesque, je ne sais pas qui. Puis évidemment, ils se sont mis à se payer ma gueule, hein, le révolutionnaire, puis bon, jusqu'à temps qu'on parte, là. Vous savez comment était Jacques Normand? Ben, je filais pas pour rire, là, pas du tout. Alors, je me suis assis, je trouvais un petit coin à part. Et là, on a parlé ensemble de la situation dans les universités. Et je pense que ce qui l'a convaincu, c'est une formule que j'ai utilisée, un peu irritée. J'ai dit, bien, vous pensez quand même pas qu'on est en train de faire ça pour nous autres? On est là à l'université. Pour qui vous pensez qu'on fait ça? On fait ça pour tous les jeunes qui ont le talent, mais qui n'ont pas les moyens d'être là à l'université, compte tenu de ce que ça coûte. C'est une perte pour la société. C'est une perte pour eux-mêmes, pour ces jeunes-là. Puis nous autres, on considère que c'est nos milliers de membres moraux et il faut qu'ils aient leur place. C'est pas pour nous qu'on fait ça. Chose assez amusante, c'est que quelque temps après, je suis invité, M. Lévesque était orateur invité à la Chambre de commerce, je crois, de Montréal. Et je suis invité à comme on appelle ça, à la table d'honneur.
touchant la question des universités puis des frais de scolarité. Il s'est justement servi de cette phrase-là. Et vous pensez quand même pas que les jeunes actuellement qui se battent pour l'accessibilité, c'est quand même pour eux qu'ils le font, ils sont là à l'université. Alors ça, c'était un élément, comment je dirais, additionnel, accrocheur entre nous. Et vous avez aussi rencontré Paul Gérin-Lajoie à cette époque-là, et vous avez même travaillé avec lui. Ouais. Oui. D'abord, l'Université de Montréal m'a fait comprendre que ce serait peut-être pas une mauvaise idée que j'aille prendre l'air ailleurs pour ma 4e année de droit. Et sur les entrefaits, j'ai reçu un appel du cabinet de Paul Gérin-Lajoie me demandant si j'irais travailler avec eux. Donc, tout coïncidait, puis ma blonde était d'accord. Elle était étudiante en sociologie. Alors, on est venu ici s'installer à Québec. Et j'ai travaillé au cabinet de Paul Gérin-Lajoie au même moment où Bernard Landry, lui, travaillait pour René Lévesque. Il faut dire que les cabinets à l'époque, c'était pas comme c'est aujourd'hui. C'était pas gros, puis les ministères, c'était beaucoup plus petit. Mais c'était emballant, hein, parce que c'était l'époque de grands changements. Écoutez, à l'âge que j'avais, j'ai accédé. Il m'a demandé d'agir comme secrétaire du comité de coordination du ministère de l'Éducation. Et c'est là que se passaient les grands échanges avant qu'il tranche, lui, sur les cégeps à venir, l'Université du Québec à venir, les questions, les débats, rigoureux, très rigoureux cet homme-là, mais très engagé. Et je trouve ça un peu triste que dans notre mémoire collective, on a rendu à M. Lévesque ce qui lui revient, puis on a bien fait, puis il le méritait. Mais je pense qu'on n'a pas rendu à Paul Gérin-Lajoie la place qui lui revenait. Écoutez, les changements, les réformes, son obsession, c'était l'accès aux études pour tous les jeunes. Ces expériences-là ont dû vous donner le goût de faire de la politique active un jour? Pas à cette époque-là. D'abord pour une raison, parce que Bernard et moi, on pensait déjà que le meilleur avenir du Québec passait par la souveraineté. Et que toute autre tentative menait à un peuple qui tourne en rond, puis qui continue à se faire minoriser, puis maintenir dans la fédération, dans l'état des choses. Non, pas à cette époque-là. Je dirais plutôt que c'est plus tard, on a quitté, à la fin de l'année, on a quitté pour l'Europe pour aller étudier. Moi, j'allais étudier en sciences économiques et sociales. Ça, c'était dans le milieu des années 60, ça? On est entre 65 et 67. Effectivement, c'est durant ces 2 années-là qu'on est en Europe. Donc, juste avant que M. Lévesque quitte le Parti libéral. Donc, on en parlait. Et effectivement, il y avait d'autres éléments. On voyait bien que le Québec était suivi beaucoup à l'étranger. Durant notre temps à Paris, on a fondé, c'est une obsession, vous me direz, on a fondé l'Association générale des étudiants du Québec en France. Quand vous fondez une association comme celle-là, à cette époque-là, ça a peut-être changé depuis, il vous fallait aller chercher un permis de la police. Et alors, vous étiez convoqué par le chef de police de Paris. Alors, on l'a été à tour de rôle. On a eu notre permis, mais là, j'ai commencé à mieux mesurer à quel point le Québec était suivi sur le plan international, déjà, de près, notamment par la France. Évidemment, en revenant, vous le pensez bien, c'est l'époque où M. Lévesque quitte le Parti libéral. Alors ça a changé la donne. En tout cas, pour moi. M. Lévesque devenant clairement souverainiste, avec sa formule de souveraineté-association. Et là, on s'est dit, ça y est. Est-ce que vous avez adhéré à ce moment-là au mouvement Souveraineté-Association? Pas tout de suite. Je ne me souviens pas de mon numéro. J'ai conservé pendant un bout de temps ma carte de membre du MSA. C'était un petit chiffre. Donc, j'étais parmi la première centaine d'adhérents.
Et là, on s'est dit, bon, ben ça y est, il faut y aller, il faut plonger, il faut l'accompagner, il faut l'épauler. Et le temps est venu de faire notre part. Et moi, Ça ce qui vous a m'a amené au congrès sur les 8? Oui. J'étais là au moment de dans le cadre d'un regroupement avec le groupe de Grégoire, du RN. Il y a eu la fondation du Parti québécois. Oui, j'étais là comme... très vite, je suis devenu président de comté, président de la région Rive-Sud, de Sorel à Vaudreuil-Soulanges. Donc, j'étais délégué. J'étais là au congrès de fondation. Mais parallèlement à ça, vous gagnez votre vie comme employé de la CSN. Dans entre autres, un des conflits, les gars de la Palme, on se souvient de l'époque, les gars de la Palme. Est-ce que ça a été un gros tremplin pour vous, ça? Tremplin, je mesure mal là, dans mon propre cas. Je ne saurais pas quoi vous dire à ça. Chose certaine, ce qui est exact, c'est qu'à mon retour d'Europe, il fallait bien que j'ai un emploi, un job. J'avais posé ma candidature à la CSN. Puis effectivement, je suis devenu permanent. Et j'étais affecté à 2 syndicats, celui dont vous parlez, les gars de la Palme, et celui des employés du port de Montréal. Mais il faut bien se comprendre, la CSN était dans le regroupement des employés qui travaillaient dans les élévateurs à grains. Chez les gars de la Palme, effectivement, c'était la privatisation du transport, de la livraison du courrier. Alors, c'était un conflit très dur, vraiment très dur. Et du côté du port de Montréal, bien là non plus, je n'avais pas affaire à des enfants d'école. L'enfant d'école, en syndicaliste, c'est plutôt moi. Hein. Mais il y avait une autre cause aussi, je pense, à laquelle vous étiez très associé, c'était les victimes de la thalidomide. Ce dossier-là, là, c'est vomissant. Hein? C'est vraiment une affaire. Le pire, hein, c'est que la compagnie savait ce qu'elle faisait. Vous y pensez, vous? Une maman, tu sais, quand maman accouche, le petit bébé, là, c'est beau, un petit bébé, là, dès la naissance. En tout cas, moi, j'ai toujours trouvé. Vous imaginez la mère on lui met le petit bébé sur elle, là, il vient de naître, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes, il y a des petits bouts de main accrochés au haut des épaules, des petits bouts de pieds ou d'orteils accrochés au haut des jambes. Vous voyez l'image? Toujours est-il, faire une histoire courte, qu'on a trouvé, là, les preuves. Ces enfants, ils avaient expérimenté en laboratoire sur des rats les médicaments. Ils en connaissaient les résultats et les conséquences. Ça avait exactement les mêmes maudites conséquences que sur les humains. Plus le médicament était pris tôt dans la grossesse, plus le dégât était considérable. Plus il était pris tard, moins c'était considérable. Mais c'était un dégât sur un humain. On ne parle pas d'une machine ou d'une caméra. On parle d'être humain. Alors, pas besoin de dire que oui, on les a poursuivis. On les a poursuivis. On a gagné en première instance. On a perdu en appel. Puis on est arrivé en Cour suprême. C'est là que ça s'est réglé. Si on revient au Parti québécois, Ouais, vous avez assisté au congrès de fondation du Parti québécois et assez rapidement, il y a des élections en 70 et vous êtes candidat. Oui. Le parti était jeune. Est-ce que vous aviez des moyens? Est-ce que vous aviez sûrement un peu d'audace, de l'argent, une organisation? D'abord, c'est parce que ça va aussi aider éventuellement à comprendre la suite de certaines autres choses. C'est M. Lévesque qui l'a décidé, c'est lui le président du parti. La première convention de toute l'histoire politique du Parti québécois pour choisir son premier candidat, elle a eu lieu dans le comté de Chambly. Et c'est là que j'ai été choisi candidat. Donc, j'ai été le premier candidat choisi. L'Assemblée venait à peine de se terminer qu'il me dit
Pierre, préparez-vous parce que d'ici, je ne sais pas, en quelques jours, quelques semaines, on tient une grande assemblée publique à... je ne me souviens plus quelle salle, une grande salle à Montréal. Et vous allez venir comme orateur. J'avais le tract, tu sais. J'avais 29 ans. Et je suis allé, mais tu sais que ça a pris tout mon petit change. Hein. Moi qui croyais être habitué à faire des discours publics puis des interventions. Ouais, ben non, en 70, pour répondre à votre question. Est-ce qu'on avait des sous? Non, on n'avait pas. Mais qu'est-ce qu'on avait? On avait des milliers, pas uniquement dans Chambly, à travers le Québec, mais dans Chambly, dans mon comté, là. C'était un grand comté, hein, c'était Boucherville, Saint-Lambert, Longueuil, Lemoine, Greenfield Park, c'est gros ça. Ce qu'on avait comme richesse, c'était des militantes, des militants, qui travaillaient sans compter, là. Et ça a été vrai, moi. En ce qui me concerne, c'est ce que j'ai vu et vécu sur la Rive-Sud, puis à travers tout le Québec, pendant toutes les années où j'étais là. C'était notre richesse la plus fondamentale. C'était celle-là. Ça ne se remplaçait pas, ça. Et je me souviens des fois, là, rentrant chez moi le soir, de voir ma blonde, mon épouse, Michel. Une chance que je l'ai eue, elle s'est impliquée elle-même, elle était militante, elle était impliquée. Mais je la voyais là, le soir en rentrant chez moi avec 2, 3 autres membres en train de ramasser les feuillets d'adhésion des nouveaux membres, puis de classer ça, puis de préparer la liste, puis de pointer ça sur la liste électorale. Il fallait le faire. Là. Et les gens, ils le faisaient. Ils le faisaient. Tu ne te prenais pas pour un autre. Je l'ai fait, ça. Bon. Et les militants, puis ceux qui vont composer le premier gouvernement, l'évêque, ils ont tous fait ça. Alors, c'était moi, je dirais, quand on arrivera là, c'était une équipe un peu... il y avait une coloration particulière, là. Mais bon, en 70, j'ai vous un adversaire quand même assez... Pierre Laporte. Pierre Laporte, Oui. qui était déjà ministre dans le cabinet... qui avait été ministre dans le cabinet Lesage. Exact. Mais on a quand même gagné dans Boucherville. On a gagné dans Ville-le-Moine. On a gagné dans certaines zones de Longueuil. Et ma foi, je ne veux pas vous induire en erreur, mais je pense bien qu'on a fait et qu'on fera toujours 10 de plus que la moyenne nationale du Parti québécois. Je pense à cause du militantisme, mais aussi à cause de certains facteurs d'ordre historique sur la Rive-Sud, quand on pense à l'époque des Patriotes. Enfin, il y a des traits de culture là, qui étaient là, très profonds. Est-ce que la défaite a été importante pour vous? On avait fait quand même 40 si ma mémoire est bonne. Non, c'était... c'est une étape, on est déjà rendu là. Alors, on continue. Mais quelques mois plus tard, c'est la crise d'octobre. M. Laporte est assassiné. C'est le député de votre comté. Quelles répercussions ça a eu sur vous et sur le parti, cette crise d'octobre? C'était une catastrophe, cette affaire-là. C'est une catastrophe humaine. Parce que dans le fond, est-ce qu'on sait vraiment encore, aujourd'hui, est-ce qu'on sait vraiment ce qui s'est passé? Je ne suis pas sûr qu'on sache vraiment tout encore aujourd'hui. Deuxièmement, c'est quand même un homme, M. Laporte. Et retrouver un cadavre, c'est quelque chose qui t'ébranle, tu sais. Tu penses à sa famille, bon. Et aussi à la mienne. Je me souviens que la nuit de la mort de M. Laporte, quand ça a sorti en ondes, chez nous, ma femme, puis les petits dormaient. J'avais un petit gars très, très jeune, puis une petite fille à peine un peu plus vieille. Ça a sonné à la porte, je me suis présenté. Il y avait un officier de police avec il braquait l'arme sur moi. Mais il était nerveux, on le voyait. Il me dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, on s'en vient vous protéger. C'est drôle de façon de me protéger. Il me pointait l'arme sur moi. Il était nerveux. Ça a mis le Québec, je prends cet exemple-là, qui est un peu excessif,
pour dire un peu l'état dans lequel c'était. Et puis en plus, tu sais, là, est arrivé tout de suite la loi des mesures de guerre. Trudeau, hein, puis son « Just watch me hein, jusqu'où vous allez aller, just watch me ». Il est allé pas pire. Ils t'ont ramassé ça, là, tout ce qui bougeait comme militants, militantes de partis d'agents de changement sont fait ramasser en si peu de temps. Entrer dans les cellules, c'était une période folle. Hein. On travaillait de jour et nuit pour sortir les gens de prison. Puis en même temps, quel message on pouvait véhiculer, le Parti québécois, dans ce contexte-là? Rappelez-vous de l'étiquette qu'on nous collait, là, PQ, FLQ. Hein? Fallait combattre cette étiquette-là, puis au contraire, parce qu'elle était fausse en elle-même. Le PQ n'avait jamais été le générateur de FLQ. Bon, pas lui qui a organisé ça. Hein? Et c'est M. Lévesque qui a fait la trouvaille de la façon la plus honnête qu'on pouvait le faire. Vous savez comment M. Lévesque était intellectuellement intègre, puis qui était intègre comme homme tout court. Puis intègre que ça, tu meurs. C'était... il a prédit, oubliez jamais que le Parti québécois demeure la seule police d'assurance contre la violence sur le plan politique. Il n'y avait pas tort, loin de là. Mais mon Dieu, c'était une période... Puis mais vous, personnellement, vous êtes embarqué dans ce courant-là parce qu'il y a des élections partielles pour remplacer M. Laporte et vous êtes toujours candidat. C'était comment je dirais? J'ai jamais eu un choix à prendre aussi difficile sans avoir à le prendre. Ça a l'air baroque de présenter ça comme ça, mais c'est ça. On n'avait pas le temps de préparer un autre candidat, puis on n'avait pas... Alors bon, on y est allé. Quelle campagne électorale! C'était... Vous étiez mal reçu? Hein? Écoutez, tu sais, le PQ-FLQ, c'était... dans les églises, il fallait envoyer nos militants tous les dimanches, après chaque messe, dans toutes les églises du comté, pour sortir de là les tracts, les caricatures, Marois, PQ, FLQ, les caricatures, les mains tachées de sang, ça dégoulinait. Rencontrer les gens sur les perrons d'église. Dans les partis moins francophones, on se faisait cracher dessus. Le feu était mis à l'entrée de la maison chez nous. Ma voiture était massacrée. Mais ma préoccupation, c'était aussi ma famille. Puis ma femme ne voulait pas s'en aller de la maison parce qu'elle était militante. Mais il fallait quand même protéger les petits. On ne sait jamais. Un fou, bon. Alors, en même temps, il a fallu sortir les jeunes, là, les mettre à l'abri chez des parents. Puis, on ne pouvait pas faire d'assemblée publique, donc il a fallu changer complètement notre façon de faire. On a fait 1 % de plus dans un contexte affreux. On m'a même sorti du comté, moi. En cours de campagne, une rumeur, comme on dit généralement, comment vous dites en termes journalistiques? Une source bien informée. De source bien informée. Hein, ça veut dire que vous avez la preuve, normalement, si ma compréhension est bonne. L'information, c'était Marois va être convoqué comme premier témoin au procès de Paul Rose qui commençait le matin de l'élection. Effectivement, alors là, l'exécutif du Parti québécois s'est réuni et a dit, on le sort du comté. Un huissier ne pourra pas le rejoindre, là, on le sort du comté. Ils m'ont patenté un truc, m'a sorti du comté un soir, en tout cas. Je me suis retrouvé, je ne sais pas trop, dans les Laurentides. Le lendemain matin, en me réveillant, c'est complètement fou, ça. C'est moi le candidat. Bon, je suis un huissier, viendra l'huissier, si tu veux. Tu sais. On fera face à la musique en temps et lieu. J'ai appelé M. Lévesque, puis j'ai dit, non, ça ne fonctionne pas, ça. Il m'a dit, vous avez bien raison, tout compte fait, faites dans votre tête. Fait que je suis rentré dans le comté pour faire la campagne. Mais c'est vous dire, hein, comment c'était. On continue la semaine prochaine, M. Marois.